Bonjour à tous, bienvenue dans mon 7e podcast. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de talent, de travail, de mérite, de succès et de tout ça, notamment autour d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Le talent est une fiction de Sama Karaki. Alors, si vous trouvez que mon rythme de parole est trop lent pour vous par rapport à votre niveau, il suffit d'aller dans les paramètres de la vidéo et d'accélérer la vitesse de lecture. Mais j'essaie de rester naturel tout en ayant un rythme de lecture un peu moins rapide. Ça simplifie le sous-titrage sur YouTube et aussi ça permet à des personnes de niveau B1, B2, C1 de suivre assez facilement le podcast. Mais si vous estimez que je ne parle pas assez vite pour vous, vous accélérez le rythme de la vitesse de lecture dans les paramètres. Voilà. Alors, j'ai lu ce livre de Sama Karaki. Alors, peut-être que je vais vous lire d'abord la 4e de couverture que vous voyez. Alors, vous avez vu, j'ai rajouté moi-même un petit papier en mettant le livre que tous les CSP+ devraient lire. Les CSP+, ça veut dire les catégories socio-professionnelles supérieures, entre guillemets. Oui, pour moi, c'est un livre que tous les riches devraient lire, que tous les hommes riches devraient lire, que tous les hommes qui ont soi-disant fait des grandes études devraient lire, que tous les hommes politiques devraient lire, que toutes les femmes et hommes riches devraient lire, que tous les riches devraient lire, que et aussi après, mais ils ont moins besoin d'en avoir conscience. Les pauvres, ceux qui disent qu'ils n'ont, les personnes qui n'ont pas de chance dans la vie, qui travaillent dur mais qui n'atteignent pas le succès, atteindre to reach, hein, les personnes qui n'atteignent pas le succès aussi, elles devraient le lire pour d'autres raisons, à mon avis. Mais la prescription primordiale, c'est pour tous les gens qui pensent qu'elles ont beaucoup de succès et qu'elles sont riches et qu'elles ont beaucoup de talent uniquement grâce à leur travail. Voilà, ça, c'est vraiment la prescription primordiale. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Si le talent comme capacité innée ne repose sur aucune réalité scientifique, il nous est difficile de renoncer à cette fiction. Pourtant, invoquer un ingrédient magique pour expliquer que certains échouent quand d'autres réussissent a des conséquences sociales terribles, creusant les inégalités. À partir des dernières données de la recherche et en s'appuyant sur des figures de la culture populaire, Sama Karaki, docteur en neurosciences, déconstruit la fiction du talent et explore les mythes qui sous-entendent notre rapport à la réussite et au mérite, mettant au jour les multiples facteurs sociaux, culturels ou individuels qui permettent de développer des compétences hors du commun. Sans nier l'influence de l'hérédité sur les aptitudes, elle ne prétend pas non plus que tout le monde est capable de tout, mais invite à renoncer à la course à la performance. Dans un monde obsédé par le résultat et la distinction, le talent est une fiction, est une réflexion sur le modèle de société auquel nous aspirons et, au-delà, une ode aux réalisations collectives, à la liberté et au plaisir. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il faut savoir qu'il est très documenté, hein. Bon, on a affaire
à une docteure en neurosciences, donc elle suit la démarche scientifique, elle note toutes ses sources, hein, donc vous avez des dizaines de pages à la fin du livre avec les références de ses sources, les références scientifiques, des études qu'elle cite. Et donc, moi, voilà, en gros, l'idée, c'est en fait, on a tous observé, peut-être on l'a encore plus observé quand on est une femme que lorsqu'on est un homme, c'est que l'idée de il suffit de vouloir pour pouvoir, quand on veut, on peut, est bien sûr complètement fausse. C'est une affirmation complètement fausse. Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, mais il faut pouvoir pour vouloir. Tout simplement, si je suis dans un environnement pourri, où il n'y a pas les moyens de me réaliser, où il y a plein de problèmes, plus, des problèmes familiaux, des problèmes de violence, des problèmes d'environnement spécifiques ou d'une manière générale, eh bien forcément, ce sera plus difficile de développer un talent quelconque. Effectivement, elle dit une chose qui nous semble évidente, mais qu'il est bon de rappeler parce que la société nous fait croire qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. En tout cas, le marketing actuel, la publicité, les stars, hein, combien de stars vont être interviewées pour dire « j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que j'ai réussi ». Et c'est en plus des interviews qui ont en général beaucoup de succès. Mais effectivement, Salma Karaki nous rappelle que pour avoir une chance de réussir, eh bien, ça ne sera pas déterminé par votre talent, votre travail, votre état d'esprit, mindset. Ce ne sera pas déterminé par votre talent, votre travail, votre état d'esprit, mais ce sera beaucoup plus déterminé par votre environnement de départ, où vous êtes né, dans quel quartier vous êtes né, dans quelle famille vous êtes né, et par l'accès que vous avez aux ressources. Donc, bien sûr, ça déconstruit complètement les mythes de la réussite et du mérite. Je ne réussis pas parce que je suis hyper intelligent, plus intelligent que les autres, ou parce que j'ai travaillé dur. Non, je réussis avant tout parce que j'ai grandi dans un climat privilégié, un environnement privilégié, avant tout. Alors, et j'ai eu de la chance parce que j'avais ce climat privilégié, cet environnement privilégié. Et souvent, on aime nous montrer les personnes qui étaient pauvres et qui ont réussi. Mais quand on regarde le parcours même de ces personnes, on voit qu'il y avait quand même un environnement pour développer le potentiel. Toujours, même si c'était compliqué. L'environnement familial ou l'environnement proche ou du quartier ou d'une école était là pour développer un potentiel. À chaque fois, on voit ça statistiquement. Donc, par exemple, elle cite l'exemple de Mozart, et tout le monde dit oh, Mozart, c'était un génie. Bah, non, pas plus que ça. Il avait un père qui était pédagogue de la musique, il était expert dans la musique, il donnait des cours, donc il travaillait depuis des années, et il a transmis à son fils très tôt cela. Et quand on compare ce qu'était capable de faire, ce qu'était capable de réaliser Mozart par rapport à des enfants aujourd'hui, il est plutôt moins bon. Hein. Donc, on l'appelait, on le voyait comme un génie
parce que c'était rare à l'époque, parce que on avait beaucoup moins accès, la majorité avait beaucoup moins accès à la possibilité peut-être d'étudier la musique. Mais aujourd'hui, vous avez plein d'enfants qui sont capables de le faire, mais comme ils sont trop nombreux, eh bien, on ne va pas dire que c'est un génie. Et pareil, euh, ce qui était, ce qui était considéré comme génial à une époque ou dans une culture ne le sera pas à une autre époque ou dans une autre culture. Elle cite l'exemple de footballeur, un super footballeur. Il n'a aucun talent si on le place au Moyen Âge, parce que la société s'en fiche complètement qu'il joue bien au foot, qu'il joue bien avec un ballon. C'est pas considéré comme un talent. Et bien sûr, les choses n'ont pas changé. C'est la société qui va nous dire qui a du talent. On nous dit encore que des hommes qui jouent, qui font du sport, on doit les regarder et que pour ça, parce qu'ils jouent bien à la balle, eh bien, ils doivent être payés très cher et que c'est normal, ils génèrent beaucoup d'argent. Donc, on nous dit que ces gens ont du talent. Mais que d'autres personnes qui ont peut-être une empathie cognitive développée, qui ont la possibilité d'être d'excellents médiateurs, de faire bouger des choses dans la société, non, eux, ils ne sont pas mis en valeur. Et eux, ils ont peut-être du talent, mais ça ne nous intéresse absolument pas. Donc les choses n'ont pas vraiment évolué de ce point de vue. Aussi, elle explique que, bien évidemment, à niveau d'études comparable, et même à niveau d'études plus élevé, ce sont toujours les mêmes qui sont privilégiés, globalement, on va dire les hommes blancs hein, d'un certain âge. Si globalement les femmes, par exemple, en France, c'est le cas, en Europe, je pense aussi, et dans d'autres pays, les femmes sont globalement plus éduquées, plus diplômées que les hommes, mais elles gagnent moins que les hommes. Et pourtant, à diplôme supérieur, elles gagnent moins. C'est la même chose si vous comparez des hommes blancs, des hommes noirs. Euh, les hommes noirs peuvent être plus diplômés, plus éduqués, mais ils gagneront en moyenne beaucoup moins que des hommes blancs qui ont moins de diplômes. Donc, on voit bien que ce n'est pas d'avoir les diplômes qui fait le talent ou l'intelligence. C'est ce que la société nous dit être quelque chose ou quelqu'un de talent. Elle dit une petite phrase à un moment donné, l'excellence, c'est le nom glorieux de l'exclusion. Et c'est vrai, vous voyez, même, bon, moi j'ai plusieurs activités, mais notamment l'activité, comme vous le savez, euh, de prof de français langue étrangère. Et globalement, moi je fais partie aussi des privilégiés, je m'en rends compte. C'est-à-dire que, vous savez, on est environ presque 300 millions de francophones dans le monde. Hein. Ce n'est pas que en France métropolitaine. Hein. Il y a des francophones en Afrique, il y a des francophones sur le continent américain, il y a des francophones en Océanie. Bref, il y a des francophones partout. Et plein de profs de français sur différents continents. Eh bien, moi, j'ai vraiment énormément de chance parce que j'ai pu me rendre compte
à quel point c'était profondément injuste pour les profs de français d'autres pays parce qu'ils ont globalement moins d'élèves. Ils vont attirer moins d'élèves que moi. Et moi, je les attire pas parce que j'ai plus de talent. J'aimerais bien le croire, mais ce n'est pas le cas. Je ne les attire pas parce que j'ai plus de talent, mais uniquement parce que je suis d'origine française, j'ai le physique plutôt européen, j'ai l'accent standard, j'ai pas l'accent d'un ch'ti du Nord, j'ai pas l'accent d'un berrichon, j'ai pas l'accent d'un provençal, j'ai pas l'accent d'un québécois, j'ai un accent qui pourrait être considéré comme un accent neutre, l'accent des aéroports. Et voilà, c'est pas du tout dû à mon talent. C'est uniquement parce que la société valorise plutôt mon profil que le profil des autres francophones. Voilà, c'est une réalité, hein, et j'en suis consciente. Et on contribue tous à ça. J'avoue, quand j'ai cherché à avoir des cours d'anglais, j'ai cherché un prof d'anglais des États-Unis dans l'État où j'avais envie d'habiter pour que l'accent soit le plus proche de ce que j'allais entendre, où j'allais habiter. Je ne me suis pas dirigée vers un prof d'anglais d'un autre pays anglophone, d'Afrique ou d'Asie. C'est la réalité. Donc nous participons tous à ça. Alors aussi, elle évoque, Sama Karaki, le fait que les gènes seuls ne déterminent en rien, euh, ne déterminent en rien. Il y a l'inné, la part d'inné et d'acquis s'entremêlent. Hein. L'inné, c'est ce qu'on aurait à la naissance, et l'acquis, c'est ce qu'on acquiert, ce qu'on a avec les années, avec l'expérience. Donc l'inné et l'acquis s'entremêlent. Elle casse aussi un mythe pour les musiciens, ça peut intéresser les musiciens, le mythe de l'oreille absolue. Vous savez, comme si de naissance, il y avait des gens qui avaient l'oreille absolue. Pas du tout. On s'aperçoit que c'est quelque chose qui peut être obtenu avec l'entraînement. Et que certains locuteurs, notamment les locuteurs de mandarin, ont plus de facilité à avoir l'oreille absolue parce que leur langue est une langue tonale. Hein, donc, c'est d'ailleurs, pour moi, c'est extrêmement difficile. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Je n'ai absolument pas l'oreille absolue. Je n'ai pas non plus envie de m'entraîner pour l'avoir. Mais on sait que les mandarins, les locuteurs de mandarin ont plus de chances d'avoir l'oreille absolue que les autres locuteurs. Ensuite, aussi, elle évoque, bien sûr, toutes les personnes que la société a rendues invisibles. Bon, ça, on le sait bien, hein, toutes les femmes qui ont été invisibilisées dans les sciences. On connaît les Frères Lumière, mais personne ne parle d'Alice Guy, alors qu'elle a réalisé un millier de films. Et Gaumont
hein, parce qu'elle était secrétaire de Gaumont. Gaumont n'en parle quasiment pas, hein. Gaumont l'a complètement effacé de l'histoire, Alice Guy. Si ça vous intéresse, allez voir des petites vidéos sur Alice Guy, qui est la première réalisatrice, hein, de cinéma. On a aussi la femme d'Einstein, hein, Mileva Einstein. On s'en fiche. Elle montre aussi que quand il y a eu une étude, alors j'ai noté le nom de l'étude, il faut juste que je la retrouve, l'étude. Women are credited less in science than men. Les femmes sont moins créditées en sciences que les hommes. Donc, créditées au sens où on va moins donner leur nom au niveau des études scientifiques. C'est-à-dire que même quand elles ont apporté un travail, il y aura une tendance à les effacer de l'étude. C'est le cas de beaucoup de femmes scientifiques qui ne sont pas connues, qui sont complètement invisibilisées. Elle donne l'exemple de Stephen Hawking. Et elle dit, mais à la même période, il y avait une cosmologiste qui s'appelle Renata Kalosh, qui a fait ses études à Stanford sur l'énergie noire notamment. Et elle dit, qui la connaît? Personne. Est-ce que Renata Kalosh avait moins de talent que Stephen Hawking? Pas du tout. Mais c'est une femme, on lui accordera moins de crédit, on s'en fout, on préfère mettre en valeur un homme. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Par exemple, le concept de résilience, hein, de pouvoir traverser les obstacles, de trouver des ressources pour traverser les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie. En France, on a un homme, Boris Cyrulnik, qui a fait globalement une grande partie de sa carrière sur ce concept de la résilience. Et c'est très bien, hein, toutes ces conférences, elles sont super intéressantes. Mais à l'origine, c'est une femme qui est derrière, qui est Amy Warner, qui avait fait une étude à Hawaï. Personne n'en parle. Pour être honnête, j'ai vu des premières conférences de Boris Cyrulnik qui parlait d'Amy Warner, qui de temps en temps parlait d'Amy Warner pour dire qu'il y avait un précédent. Mais c'est vrai que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, hein, s'en fiche, s'en fout. Ça veut dire don't care. Hein. Everybody doesn't care. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et on va voir des noms d'hommes qui vont être très, très présents dans les médias et qui vont complètement effacer le travail des femmes. Et ça, on peut en citer à l'appel des cas comme ça. Citer à l'appel, ça veut dire en citer beaucoup, beaucoup, beaucoup. En citer à l'appel. Bref, on voit que le talent, c'est uniquement est-ce que j'ai eu de la chance de grandir dans une famille et dans un quartier qui va favoriser mon potentiel. C'est uniquement ça, en fait. Quoi, uniquement. Allez, il peut y avoir une part d'autre chose, mais elle est infime. Elle est infime, cette part d'autre chose. Alors, ça m'a fait penser que moi, j'ai eu un enfant assez jeune. Et ce qui était le plus important pour moi, c'est que ma fille, elle soit indépendante. Donc, alors que j'étais très jeune, j'ai eu l'idée, j'ai dit, je veux que ma fille sache lire. Et pour qu'elle n'ait pas de difficultés, j'avais intégré l'idée que si on est une femme,
le seul moyen de s'en sortir pour être indépendante, c'est les études, le travail, ou alors se marier avec un homme très vieux qui allait bientôt mourir. Bon, je ne souhaitais pas la deuxième option, donc voilà, j'ai appris à ma fille à lire à partir de 4 ans. À 4 ans et demi, elle savait lire. Et les personnes, très souvent, me disaient oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle est douée. Et j'ai même des vidéos où ma fille sait reconnaître les lettres de l'alphabet à 1 an, alors qu'elle ne parle pas. Je lui demande donne-moi le X, donne-moi le B, et elle sait me donner les bonnes lettres de l'alphabet. Et donc, je me souviens que dans la famille, tout le monde me disait, mais c'est un génie, elle est extraordinaire, elle est super intelligente. Et, moi, je me disais, mais c'est très simple, pourquoi vous ne le faites pas avec vos enfants? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avec vos enfants? Pourquoi vous n'avez pas appris à lire à vos enfants? Moi, je n'avais pas spécialement d'argent, je n'avais pas fait d'études en tant que pour enseigner, mais j'ai été à la bibliothèque et j'ai regardé comment on pouvait apprendre à lire à un enfant et je l'ai fait. Euh, et mais tout simplement, c'est pas une histoire d'intelligence ou de talent spécifique à ma fille, même si bien sûr elle est très intelligente, hein, bien sûr, et très talentueuse. Euh, mais c'est tout simplement parce qu'il y avait un environnement qui le permettait. Et moi aussi, c'était une remise en question parce que combien de fois je disais, mais je ne comprends pas les gens. Moi, j'ai eu un enfant jeune, je continuais à faire mes études, c'était compliqué, mais j'ai appris à lire à ma fille. Et là, toutes ces personnes qui ont un enfant à 30 ans, qui ont les enfants quand il faut les avoir, ils n'apprennent pas à leur enfant à lire. Voilà. Et c'était aussi ce que je ne voyais pas, c'est que pour apprendre à un enfant à lire, il ne suffit pas d'en avoir l'envie, il faut avoir un cerveau disponible pour ça. Il est bien évident que si vous travaillez énormément, que vous vivez dans la violence, que vous êtes extrêmement fatigué, que vous avez une maladie invalidante, que vous avez un fort handicap, que vous n'avez pas vous-même grandi dans un environnement où vous avez vu ça, bah, ça ne vous vient pas. Ça ne vous vient pas, tout simplement. Moi, globalement, bah, c'est quand même, j'ai vu mon père dans l'enfance, je voyais mon père et ma mère lire des choses complètement différentes, mais j'ai toujours vu mes parents lire. Voilà. Donc, j'ai pas eu ce problème d'accès à cette ressource et j'ai pu la retransmettre. Donc, c'est pas du tout parce qu'on a un talent spécifique, mais c'est parce qu'on a cet environnement pardon, propice à développer un potentiel. Euh, c'est le cas pour plein de choses. Euh, j'ai vu mes parents pendant des années être locataires. Je ne me suis jamais vue propriétaire de ma maison pendant très longtemps parce que c'était tout simplement quelque chose qui semblait inaccessible dans mon environnement. Bon, après, j'ai grandi, j'ai fréquenté d'autres personnes et j'ai vu que c'était possible d'être propriétaire. Mais ça ne m'était même pas venu à l'esprit. C'est la même chose pour l'accès au développement de ses compétences et de ses talents.
est-ce que mon environnement m'en donne la possibilité? Est-ce que j'ai la disponibilité mentale euh, pour développer un talent, pour développer un potentiel? Si je ne l'ai pas, c'est logique que je ne le développe pas, ou en tout cas que je le développe moins. Elle parle aussi, pas dans le livre, mais j'ai vu des interviews, elle parlait des Nepo Babies. Donc en français, on dirait plutôt les fils d'eux et les filles d'eux. Les fils d'eux, les filles d'eux, sous-entendu, bah, tout est beaucoup plus facile hein, quand tu es la fille d'eux ou le fils d'une star, de quelqu'un de très riche, de quelqu'un qui a fait les grandes écoles. Tout est beaucoup plus facile parce que tu as accès à tout. Tu as accès à la possibilité de développer tes talents, tes compétences. Alors, elle dit bien évidemment qu'elle ne reproche pas aux parents de le faire, parce que tous les parents font ça, et moi la première aussi. Mais ce qu'elle reproche, c'est aux personnes qui ont vécu dans cet environnement, et tant mieux pour eux, et on souhaite tous vivre dans ce type d'environnement, c'est de ne pas le reconnaître. Vous avez des fils d'eux et des filles d'eux qui disent j'ai beaucoup travaillé. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Ça a été très difficile. J'ai développé, j'ai pris des cours et qui pensent vraiment qu'ils ont mérité leur place. Maintenant, si tu es là, c'est avant tout parce que tu as eu un environnement favorable pour développer ton talent. Parce que des gens comme ces personnes qui ont du talent, il y en a plein. Il y en a plein. Des profs de français dans le monde, j'en connais plein qui ont énormément de talent. Et peut-être qu'ils travaillent beaucoup plus que moi. Mais, et peut-être qu'ils ont moins de succès. Et pourtant, ils sont plus talentueux. Mais ils n'ont pas l'environnement, la chance d'être dans le bon réseau. Donc notre société aussi, elle favorise l'entre-soi. Hein. L'entre-soi en français, ça veut dire rester avec les personnes de la même catégorie professionnelle. Quand vous regardez toutes les universités prestigieuses, qu'on considère comme prestigieuses, ce sont toujours les mêmes qui sont dans ces universités. Et on veut garder ce modèle. Et ils ont tout intérêt à dire, c'est ça le meilleur, c'est ça l'excellence, c'est ça l'intelligence, pour garder leur modèle, comme le faisaient les aristocrates sous l'Ancien Régime. Ils disaient, nous savons, vous êtes des idiots. Et quand vous regardez même toute la production scientifique, eh bien, tout est biaisé quelque part, parce que les productions d'études scientifiques, elles sont faites globalement par des blancs. En tout cas, les études qu'on met en avant, elles sont faites par des blancs euh, d'une certaine culture, d'une certaine société. Et même là, moi, les études que je vous ai citées, c'était encore des gens d'universités américaines. Donc, je participe aussi à ça. Et alors, et c'est vrai que, bon, elle dit, en gros, c'est tout le système, parce qu'on fait reposer sur des individus la responsabilité d'un non-succès, alors que ce n'est pas la responsabilité des individus, c'est la responsabilité d'un système. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, c'est aussi l'environnement, ça m'a fait penser aussi, par exemple, aux expatriés
ou oui, aux expatriés, aux personnes qui vivent dans un pays étranger. On se sent extrêmement vulnérable quand on est à l'étranger et qu'on ne parle pas bien la langue. Souvent, on se sent obligé de dire non, mais tu sais, je suis intelligent, je suis intelligente, c'est juste que j'arrive pas à m'exprimer avec nuance dans cette langue. Mais on est obligé de le préciser. Et là, on voit à quel point l'environnement, parce que nos repères ne sont plus là, nous ne connaissons pas les codes du pays, nous n'avons pas nos amis, nous n'avons pas notre famille qui est là pour soutenir nos talents. Personne ne nous connaît, nous sommes rien dans ce pays étranger. Et là, on voit à quel point l'environnement est important. Donc, si on n'a pas toujours le petit réseau à l'étranger pour venir nous aider, on comprend vraiment ce que c'est que de ne pas avoir de chance et de ne pas avoir un environnement propice au succès. Donc, il y aurait plein de choses à dire et elle dit beaucoup de choses. J'ai envie de dire qu'il faut lire ce livre. Ça nous rappelle à quel point nous avons de la chance et que notre talent, nos compétences, nous le devons un peu à nous-mêmes, parce que c'est sûr, si on dort toute la journée, il ne se passera pas grand-chose, mais nous le devons surtout, 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 surtout à notre environnement, surtout à notre environnement de départ, euh, qu'il soit familial, professionnel, social, culturel, voilà. Et que bah, c'est un fait, c'est toujours plus difficile d'être pauvre, noir, sans diplôme, voilà, que d'être un homme riche et blanc. Et ça n'a absolument rien à voir avec le talent. D'où le titre, Le talent est une fiction. Je ne sais pas si son livre va être traduit en anglais, mais en tout cas, je vous invite à le lire. Ça nous rend, ça nous rappelle, ça nous rend moins cons, entre guillemets. Excusez-moi ce terme familier. Et puis, voilà, ça nous rappelle à quel point nous avons beaucoup de chance. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et c'est toujours intéressant. Merci, au revoir.